Merci, monsieur le professeur. Philippe Moreau-Defarge. Alors, je voudrais poser une question à M. Dervis, dont j'ai beaucoup apprécié l'exposé. Est-ce qu'il y a un espoir ou une chance que les pays asiatiques, ou plus précisément la Chine, je dirais, prennent une attitude offensive, dynamique, vers cette gouvernance financière mondiale que vous souhaitez? Parce que s'il doit y avoir une gouvernance financière mondiale telle que vous la décrivez, de façon prudente, est-ce que la Chine va être motrice, dynamique dans la construction de cette gouvernance, ou pas? Alors, pour laisser du temps à d'autres interventions encore, Kemal d'abord sur cette question et sur celle-là seule, et ensuite Nicolas sur la monnaie mondiale. Moi, je pense que la question sur la Chine est excellente. C'est vraiment la grande question. Sans coopération agressive, comme vous le dites, enfin constructive, mais en même temps agressive de la Chine, ça sera très, très difficile. La Chine a cette épargne énorme et cet investissement énorme, mais l'épargne dépasse son investissement de 10 points du PIB. Et il faut absolument que cette épargne soit canalisée vers l'économie mondiale de façon constructive. Et là, je crois que la nouvelle gouvernance du Fonds monétaire international est absolument cruciale. Le G20, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que finalement, les propositions du G20 doivent être entérinées, doivent être acceptées par les instances de gouvernance du système de Bretton Woods, et donc donner à la Chine, surtout à la Chine, mais aussi à certains autres pays émergents, une place beaucoup plus importante dans la gouvernance de Bretton Woods est cruciale. Et là, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec... j'ai écouté M. Levitt avec grande attention et j'ai beaucoup admiré son exposé hier soir, mais il a dit une chose, et j'espérais qu'il allait peut-être être là aujourd'hui, il a dit que l'Europe était à sa place au niveau du pourcentage à Bretton Woods, et là, je ne peux pas être d'accord. La formule même avec laquelle on travaille, malheureusement, n'est pas la bonne, mais juste 3 chiffres. L'Europe a 8 directeurs exécutifs et à peu près 35% aussi de la part de vote au Fonds monétaire, une population entre 6 et 7% de la population mondiale et un PIB aux alentours de 25%. Donc il y a là un déséquilibre réel, et pour faire la place à la Chine, surtout à la Chine, mais aussi à certains autres pays émergents, et pour rendre cette gouvernance, surtout du Fonds monétaire international, mais aussi des autres institutions internationales, plus réaliste, plus appropriée au XXIe siècle, et plus apte à générer la réaction chinoise que vous évoquez, il faut absolument que cette réforme se fasse. Disons que sur ce point, le propos de Jean-David Levitt était peut-être du tech centenaire, puisqu'il a parlé du tech millénaire à un autre moment. Oui. Nicolas, la même question, mais vue sous l'angle de la monnaie internationale. Pour être vraiment très sincère et sans aucune malice, je crois qu'il vaudrait mieux que Kemal Dervish réponde sur cette question. Kemal, parce que, alors la monnaie internationale. La monnaie internationale, le dollar, la confusion entre le dollar, monnaie des États-Unis, et monnaie de réserve. Non, je pense que le besoin de dollars comme monnaie internationale a beaucoup aidé les États-Unis à avoir ce déficit excessif et a donc été une des causes de la crise. Elle a facilité la politique, disons, qui a permis au déficit de s'établir et à continuer sur une décennie aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse facile et immédiate. Je pense que ça prendra beaucoup de temps avant qu'on puisse avoir, disons, un équilibre dans l'utilisation des monnaies de réserve. Je pense que l'euro joue déjà un petit rôle qui devrait s'accroître. Et moi, personnellement, je pense qu'une monnaie basée sur le droit de tirage spéciaux qui inclut aussi la monnaie chinoise est une réponse à moyen terme. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand les DTS ont été créés il y a presque 30 ans, le gouverneur de la Federal Reserve appelait ça de ses voeux. C'est assez extraordinaire. Le gouverneur de la Federal Reserve disait nous sommes en train de créer une réelle monnaie mondiale qui va être administrée, gérée par le FMI. Et c'était le gouverneur américain qui annonçait ça au monde. Évidemment, c'était beaucoup, beaucoup trop tôt. Mais je crois que ça reflète un point de plus, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment dans l'intérêt des États-Unis d'avoir le problème de la gestion de sa balance courante et de sa balance des paiements liée aux besoins de réserve internationaux. Donc même les États-Unis, je crois, ont intérêt à moyen terme à ce qu'il y ait une monnaie internationale ou un panier de monnaie au lieu juste du dollar. Voilà, une grande question, c'est évidemment de savoir si un panier de monnaie peut être une monnaie.
L'expérience européenne en la matière a plutôt démontré, en tout cas suggère que la création d'une monnaie artificielle est un exercice très délicat, très difficile. L'expérience du DTS ne va pas non plus à l'encontre de cette interprétation. Et donc, ça reste une question ouverte que la Chine a soulevée au printemps, mais avec finalement une certaine discrétion, puisque depuis, il y a eu peu de développement à cette idée. Donc, j'ai deux questions encore. M. Tommaso Padoa-Schioppa, puis M. Abitboul. Je voulais soulever la question que Serge Sur a soulevée de la monnaie internationale, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je pense que le système qui a succédé la fin de l'ancrage à l'or a duré 30 ans, mais se révèle à la longue insoutenable. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une solution prête qu'il faut ignorer cette insoutenabilité. Et je crois que la solution d'un standard mondial s'impose non seulement dans le moyen terme, mais même plus tôt. L'Europe pourrait être la première victime du manque de cette solution, parce qu'un renforcement de l'euro aussi dramatique que celui qui pourrait se produire si le dollar était fortement affaibli serait très difficile à gérer pour les Européens. Merci. En termes d'économie politique internationale, en effet, le risque que vous évoquez me paraît être un des plus importants auxquels nous puissions avoir à faire face dans les mois qui viennent, puisque le marché d'échange est resté celui qui fonctionnait le mieux pendant cette période de crise depuis 2 ans, mais ce qui n'est pas soutenable finit par ne plus être soutenu, et je partage votre inquiétude. Monsieur